Où est passé Paul Biya? C'est la question que tout le monde se pose au Cameroun, mais sans pour autant pouvoir en parler, car pour tenter d'endiguer les rumeurs sur l'état de santé du président de 91 ans, le ministre de l'administration territoriale a interdit formellement tout débat dans les médias à ce sujet. Or, le chef de l'État n'est plus apparu en public depuis le forum sur la coopération sino-africaine. C'était le 8 septembre dernier. Bonjour Brice Molo. Bonjour Guillaume. Vous êtes sociologue, historien, docteur à l'EHESS et à l'université de Yaoundé. Alors, une circulaire du ministre de l'administration territoriale a donc interdit formellement tout débat à ce sujet. Du coup, tout le monde en parle. Ah oui, le problème avec les rumeurs, c'est que à chaque fois qu'il y a qu'on essaye de les interdire, de les censurer, ils produisent l'effet inverse. Et donc, à chaque fois, ce sont des décisions absurdes parce qu'elles produisent toujours les effets inverses. Donc, oui, on en parle davantage parce que c'est une préoccupation publique. J'identifie à ces rumeurs deux registres. Le premier registre, c'est la volonté de savoir du peuple qui est devoir de reddition des comptes des autorités. Les gens veulent savoir où se trouve Paul Biya parce que Paul Biya incarne le pouvoir, parce que Paul Biya est le corps du pouvoir. Et donc, pour toutes ces personnes, le corps du pouvoir n'est symbolique lorsqu'il se trouve là où il incarne le dit pouvoir, c'est-à-dire à Yaoundé. Et là, on a des rumeurs qui demandent où est passé papa, où il se trouve, et d'autres qui lui demandent de revenir à la maison. Le cas très récemment du rappeur Zafran qui reprenait Rentre à la maison. Mais il y a un deuxième registre que j'identifie et qui n'est pas moins important. C'est celui qui dit tout simplement que Paul Biya, il est au pouvoir depuis 42 ans et ça commence à devenir très long et pour toutes ces personnes, il n'est plus question qu'ils démissionnent. La seule issue pour eux, c'est que Paul Biya soit mort, hein, et c'est qu'il meurt au pouvoir. À partir de ce moment, chacune de ces absences est considérée comme, comme un problème parce que l'usure du pouvoir commence à devenir pour Paul Biya lui-même une sorte de fardeau et donc de sanction. Hein. On sanctionne Paul Biya, on lui demande de rentrer à la maison parce que c'est là-bas qu'il doit être et c'est là-bas qu'il doit suivre des soins parce que son devoir était justement de construire les hôpitaux qu'il va chercher à Genève, en Suisse. 91 ans, 42 ans au pouvoir, c'est quelque chose de complètement inouï et inédit. Brice Molo, qu'est-ce que ça signifie un homme politique au pouvoir depuis 42 ans? Paul Biya l'a dit lui-même il y a quelques années, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il répondait à une question qui lui était posée sur une possible, en tout cas sur le fait qu'il serait de nouveau candidat en 2018 et il disait que durer au pouvoir était en soi une compétence. Donc, Ce qui n'est pas faux, c'est une carrière. oui, oui, c'est une carrière, mais une carrière qui commence à devenir problème parce que les gens s'interrogent justement sur les possibles de l'alternance, c'est-à-dire après Paul Biya, que se passe-t-il? Et à partir de ce moment, tout le monde veut savoir non pas s'il est en bonne santé, ça préoccupe beaucoup moins que le fait qu'il soit obligé à un moment donné de partir parce que telle est la loi de la nature. Et oui, puisqu'en fait, on l'a annoncé mort en Suisse, par exemple. Alors évidemment, personne ne sait aujourd'hui de science certaine ce qu'il en est de Paul Biya, mais les hypothèses pour l'après Paul Biya, quelles sont-elles? Est-ce que là aussi, puisqu'on peut imaginer qu'autour d'un président mort ou en tout cas gravement malade, empêché, eh bien, il y a tout l'entourage qui n'a pas toujours intérêt à ce que cette information soit révélée, à ce que la vérité soit faite. Oui, il y a plusieurs dynamiques là-dedans. Et la première, c'est celle que vous relevez, c'est qu'il y a ses proches qui estiment que aussi longtemps que Paul Biya restera au pouvoir, aussi longtemps qu'ils garderont leurs privilèges et leur position de pouvoir. Et donc, ils n'ont pas intérêt à ce que de telles rumeurs se diffusent ou encore que des gens pensent que Paul Biya n'est plus. Et donc, à ce niveau, il y a quand même des clans qui se sont formés
qui tous se positionnent pour l'après, mais qui se positionnent pour l'après en se positionnant pour le pendant, c'est-à-dire il faut qu'il soit là, mais aussi lorsqu'il ne sera pas là, il faut que nous, on soit là et donc on soit capable de prendre le relais. Il y a l'autre alternative qui préoccupe beaucoup, ça a été, il y a eu un coup d'État au Gabon il y a peu longtemps et là aussi on avait eu une sorte d'interdit, la censure, on avait interdit tout débat là-dessus au Cameroun, les autorités, par crainte d'une contagion révolutionnaire. Donc c'est une hypothèse aussi qui est sur la table, mais on sait très bien que l'alternance au Cameroun, l'après Paul Biya, se négociera aussi grandement à Paris. Pourquoi? Bah, parce que les positions de la France actuellement en Afrique, elles sont menacées et que le Cameroun constitue quand même l'un des derniers bastions de la France en Afrique et sa position stratégique au cœur de l'Afrique, en Afrique centrale, dont il est le Cameroun, peut-être l'économie la plus importante. Il serait, de mon point de vue, une grossière erreur de la France de ne pas essayer de s'impliquer dans ce processus d'alternance. Et cela se voit aussi par les jeux de rôle de Paul Biya, c'est qu'à chaque fois, il arrive à négocier et à renégocier son pouvoir. Chaque fois qu'il y a une nouvelle élection en France, qu'il y a un nouveau président, on annonce que c'en est terminé pour Paul Biya, mais à chaque fois, on voit comment il arrive à retourner le stigmate de celui qui est indésirable, infréquentable, à finalement celui qui est recommandable et pour qui il faut militer à ce qu'il reste au pouvoir le plus longtemps possible parce que ça ne bouscule pas considérablement les positions, les places dans cette lutte de place géopolitique entre la France et la Russie et les autres qui lorgnent cette partie de l'Afrique. Mais aujourd'hui, j'imagine que la succession est déjà en cours, qu'elle est déjà sinon organisée. En tout cas, l'entourage n'est pas, comment dirais-je, illucide. Ils savent bien qu'à 91 ans, bon, il est temps, quoi qu'il arrive, d'y songer. Oui, mais officiellement, on n'en parle pas parce que le chef absent c'est une hypothèse, c'est un tabou en réalité. Le chef est toujours présent et il est chef parce qu'il est présent, même lorsqu'il n'y est pas. On a vu le journal satirique Le Popoli qui parlait d'exterritorialité de la fonction présidentielle pour dire quand même que le président, même s'il n'est pas présent, il est présent. Donc, les possibles de l'alternance, c'est qu'il y a dans son entourage des clans qui ont acquis des positions très importantes qui luttent actuellement. Donc, il y a pas une homogénéité de l'entourage de Paul Biya. Il est beaucoup plus prudent aujourd'hui de parler des entourages qui ont qui ont des intérêts qui vont diverger, qui vont se croiser. Et c'est ce choc-là qui, de mon point de vue, dira finalement de quoi il en est. Qui incarne aujourd'hui l'opposition à Paul Biya? Ah, encore une fois, est-ce qu'il y a une opposition ou est-ce qu'il y a des oppositions? Il y a Maurice Kamto qui était deuxième à l'élection présidentielle de 2018, mais qui a été mis hors jeu parce qu'il n'avait pas, il ne s'était pas présenté aux législatives ensuite. Et s'il n'a pas d'élu, il ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle et le pouvoir travaille justement à l'écarter davantage. Il y a Cabral Libi qui est jeune, qui a été en 2018 le candidat de la jeunesse qui représente au Cameroun actuellement plus de 50% de la population qui a moins de 25 ans. Donc il y a Cabral Libi qui a été élu député, qui représente aussi une force de cette opposition. Et ensuite, enfin, il y a Joshua aussi, qui est un anglophone, c'est un atout, mais c'est aussi une faiblesse parce que c'est une minorité qui est en elle-même aussi disloquée avec la question la question sécessionniste. Et ensuite, il y a des outsiders, il y a des Eric Essono qui est professeur à New York, qui essaye aussi de se positionner. Donc, il y a des oppositions. Et c'est ça aussi la grande faiblesse, le fait qu'il n'y ait pas une opposition, mais plusieurs oppositions, ça disloque, en tout cas, ça participe à la fragiliser davantage. Et alors, Brice Mollo, on songe au coup d'État qui s'est déroulé au Gabon l'an dernier, fin août 2023 donc. Est-ce qu'une telle tragédie est possible également au Cameroun? Ça, c'est difficile à dire. Il y a eu un coup d'État en 1984 et depuis lors, il n'y en a pas eu d'autres. Pourquoi? Parce que à chaque fois, de telles tentatives sont étouffées dans l'œuvre. Mais pourquoi? Parce que l'armée au Cameroun aujourd'hui fait partie des corps
les plus satisfaits finalement de cette gestion du pouvoir. Mais c'est très difficile à dire parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas vu venir le coup d'État au Gabon et donc ça reste impossible. Mais à l'heure actuelle, on se demande qui oserait engager une telle manœuvre. Paul Biya a réussi vraiment, bien sûr en achetant la paix civile par la dette, notamment auprès des Chinois, mais il a surtout réussi à équilibrer les forces, ce qui fait qu'une partie de l'armée, les corps d'élite, est sous la responsabilité du secrétaire général de la présidence de la République, comme une autre partie est sous la responsabilité d'un autre cadre. Et là, vous avez des oppositions. Or, pour qu'il y ait une forme de coup d'État, il faut quand même qu'il y ait une entente entre les différentes parties, ce qui n'existe pas au Cameroun. Merci beaucoup, Brice Mollo. Je rappelle que vous êtes sociologue, historien, docteur à l'EHESS et à l'université de Yaoundé au Cameroun. Dans quelques secondes, eh bien, ça sera par exemple Alexandra Delbo.